Hélène se promène dans la rue, ses pieds se déplaçant lentement. Malgré sa récente perte de mobilité, la femme âgée a gagné un peu d'argent. Elle a décidé de se rendre au supermarché le plus proche pour acheter des produits de première nécessité tels que des pommes de terre, des pâtes, du lait, de la farine et du sucre. Porteur le sac n'avait jamais été un fardeau pour Hélène auparavant, mais aujourd'hui, il lui semble lourd. Dans sa jeunesse, elle avait l'habitude de s'acquitter sans effort de tâches telles que tirer le foin avec une fourche et porter de grandes boîtes et des seaux remplis de lait ou d'eau lorsqu'elle travaillait à l'étable. Cependant, l'âge l'a rattrapée à plus de 60 ans. Son dos lui faisait souvent mal et ses bras s'étaient affaiblis, ce qui rendait difficile le fait de tirer les sacs du supermarché. Hélène s'arrêtait de temps en temps pour reprendre son souffle, et quelques passants bienveillants, dont 2 adolescents avec des cartables, une femme d'âge moyen et un jeune homme de grande taille, lui proposaient leur aide. Avec un refus poli et un sourire, Hélène a refusé leur aide. Elle n'était pas pressée, et ces aimables personnes semblaient préoccupées par leurs propres tâches. La lenteur d'Hélène n'est pas seulement due à la lourdeur du sac, elle ne veut pas non plus retourner dans son logement actuel, qui ne peut plus être considéré comme un vrai chez-soi. Ce n'était qu'un refuge. Autrefois, elle disposait d'une maison spacieuse, lumineuse et confortable avec une grande cuisine. La propriété était dotée d'un jardin potager et d'un bel abri de jardin sculpté, construit par son père. Hélène appréciait la présence de ses amis et voisins préférés dans ce quartier. Malgré son travail acharné, la majeure partie de sa vie a été consacrée à travailler dans l'étable d'une ferme, où elle s'occupait des animaux. Elle faisait tout son possible pour fournir à son fils tout ce dont il avait besoin. Elle partait avant l'aube et ne revenait qu'après le coucher du soleil. Elle avait mal au dos, aux bras et aux jambes, mais elle se souvenait de cette époque avec nostalgie. Elle se sentait bien plus heureuse qu'aujourd'hui. Soudain, la pluie froide de novembre s'est mise à tomber. Elle est arrivée sans crier gare, comme si une vanne d'eau glacée s'était ouverte. Hélène se hâte de rentrer à l'intérieur, réalisant qu'elle doit se mettre à l'abri et attendre la fin de la pluie. Elle se réfugie sous le porche du magasin le plus proche. Quelques personnes s'y sont déjà rassemblées, attendant que la pluie cesse. Les enfants joyeux voyaient dans cette averse soudaine une nouvelle aventure excitante, tandis que les adultes affichaient des froncements de sourcils de frustration en raison du retard qu'elle occasionnait. L'attention d'Hélène fut immédiatement attirée par un jeune homme adossé au mur. Il possédait des yeux turquoise captivants, des pommettes bien dessinées et une frange couleur blé qui évitait gracieusement de tomber sur son front. Il est indéniablement beau, et il est probable qu'il suscite l'intérêt de nombreuses jeunes filles. Hélène lui trouve une ressemblance frappante avec Mike, un homme qu'elle a rencontré brièvement il y a près de 40 ans. Malgré la brièveté de leur rencontre, chaque détail du visage de Mike, son parfum et les mots qu'il a prononcés sont restés gravés dans sa mémoire. Elle se dit que si Mike était encore en vie, il aurait peut-être oublié depuis longtemps leur rencontre occasionnelle, sans se rendre compte du rôle important qu'il a joué dans la vie d'Hélène. Née dans une famille où ses parents travaillaient comme conducteurs de tracteurs et laitiers, Hélène a assumé le rôle d'aînée dès l'âge de 2 ans, aux côtés de sa sœur Angela. Malgré leur mode de vie modeste, la famille a réussi à mener une vie décente sans connaître la faim ni porter des vêtements en lambeaux. Hélène et Angela se sont imprégnées très tôt d'une solide éthique du travail, car leurs parents travaillaient avec diligence. À l'âge de 6 ou 7 ans, les sœurs étaient déjà capables de gérer les tâches ménagères, de s'occuper du jardin et du bétail, de faire leurs devoirs et de s'occuper de la lessive sans qu'il soit nécessaire de le leur rappeler. En réfléchissant aux enfants d'aujourd'hui, Hélène pense qu'ils sont trop protégés par leurs parents, ce qui contraste avec sa propre enfance. Malgré leurs responsabilités, les sœurs trouvaient le temps de jouer avec leurs amis après avoir accompli leurs tâches et leurs devoirs. La camaraderie entre pairs était évidente, et Hélène et Angela se soutenaient mutuellement de manière inébranlable, maintenant un lien fort tout au long de l'année. Contrairement à Angela, qui excellait sans effort à l'école, Hélène avait des difficultés scolaires. Angela semblait saisir des formules complexes et l'histoire sans effort, tandis qu'Hélène trouvait que la notation était un formidable défi. Malgré tous ses efforts, Hélène n'arrive pas à égaler Angela, et leurs parents sont très fiers des résultats scolaires de leur fille cadette. Hélène, bien que fière d'Angela, est blessée par les paroles de ses parents. Cela signifiait-il qu'ils n'attendaient rien d'elle ?
Tous leurs espoirs reposaient uniquement sur Angela. Angela, en bonne sœur, a toujours aidé Hélène dans ses études lorsqu'elle était confrontée à une tâche insoluble. Au fil du temps, les deux sœurs ont mûri et Hélène a poursuivi ses études en ville, optant pour un domaine pratique. La couture a toujours été le point fort d'Hélène, qui savait qu'elle avait un talent naturel pour cela. Ses parents l'ont soutenue dans sa décision de faire carrière dans la couture, lui assurant qu'il s'agissait d'un moyen fiable de gagner sa vie. Après avoir obtenu son diplôme, Hélène a choisi de rester en ville et a trouvé un emploi dans un atelier de couture local. Elle a loué un appartement à proximité et a également travaillé comme couturière indépendante pour compléter ses revenus. Bien que le salaire de l'atelier de couture ne soit pas très élevé, le travail supplémentaire à temps partiel l'a aidé financièrement, qu'il s'agisse de retoucher des vêtements, de tailler des manteaux ou de coudre divers articles tels que des nappes et des rideaux. Hélène avait toujours du travail et de l'argent. Pendant ce temps, Angela se concentre sur l'obtention d'un diplôme de droit à l'université. Ses parents sont extrêmement fiers de ses réalisations et leurs yeux brillent de fierté lorsqu'ils parlent d'elle à des connaissances. Bien qu'ils reconnaissent et apprécient le travail acharné et les compétences d'Hélène, c'est Angela qui brille vraiment à leurs yeux. Et pourquoi ne serait-il pas fier? Angela était non seulement intelligente et belle, mais elle étudiait également dans une université prestigieuse. Hélène se réjouit sincèrement pour sa sœur et accepte le fait que l'excellence académique n'est pas son destin. Au contraire, elle savait que son don résidait dans ses mains habiles, et tout le monde le reconnaissait. Au fil du temps, les amis d'Hélène ont commencé à se marier et à fonder leur propre famille. Cependant, les choses ne semblent pas se mettre en place pour Hélène. Les hommes qui s'intéressaient à elle ne parvenaient pas à capter son attention, et ceux qu'elle trouvait attirants s'intéressaient davantage à d'autres femmes. C'est un véritable paradoxe. Chaque fois qu'elle entendait parler du mariage d'une amie ou d'une ancienne camarade de classe, Hélène ne pouvait s'empêcher d'être inquiète et anxieuse. Ses parents ne faisaient qu'ajouter à sa détresse, la bombardant de questions sur le mariage, les enfants et l'installation à chaque fois qu'elle leur rendait visite. Hélène a commencé à se sentir désespérée, considérant tous les hommes autour d'elle uniquement sous l'angle d'un conjoint potentiel. Comme on pouvait s'y attendre, cette obsession repoussait les hommes et les éloignait d'elle. Un soir, une soirée dansante est organisée dans le parc de la ville. Hélène décide d'y assister avec ses amis, même si elle n'aime pas particulièrement danser à cause de la musique trop forte qui lui donne des maux de tête. Elle espérait cependant y rencontrer quelqu'un qui pourrait lui donner l'amour, la compagnie et le simple bonheur humain qu'elle désirait. Elle a revêtu sa plus belle tenue, mettant en valeur ses jolies jambes et coiffant ses cheveux en boucle, maquillée avec soin pour mettre en valeur ses cils et ses lèvres. Elle s'estima satisfaite du résultat et partit pour la fête. Hélène n'avait pas de grandes attentes, car elle avait déjà participé à des soirées dansantes sans succès. Mais cette soirée s'est avérée complètement différente. D'une manière singulière et enchanteresse, Mike aperçut Kate, l'une des amies d'Hélène, qui possédait des yeux bleus captivants. Il en profite pour se présenter à Kate et au reste du groupe. Cependant, Hélène remarque que le regard de Mike est fixé sur Kate. Lorsqu'elle voit son sourire malicieux et le pétillement de ses yeux, Hélène ne peut s'empêcher de tomber amoureuse. Mike a un comportement vif et enjoué, avec une légère pointe de sournoiserie. Contrairement à d'autres hommes, il est spirituel, confiant et n'a pas froid aux yeux. Hélène souhaitait que Mike montre le même intérêt pour elle que pour Kate. Malheureusement, Mike a demandé à Kate de danser, laissant Hélène envieuse en regardant de loin. En observant les gestes de plus en plus déplacés de Mike au cours de leur danse, ses mains se glissant sous la taille de Kate, Hélène comprit que son amie n'était pas à l'aise avec ses avances. Saisissant l'occasion, Hélène trouve une excuse pour partir avec Kate. Mike se précipite à la suite de Kate, mais Hélène l'intercepte. Au moment où le slow commence à jouer, Hélène trouve le courage d'inviter Mike à danser, faisant preuve d'une audace et d'un désespoir qui ne lui ressemblent pas étrangement. Elle a l'impression qu'une force la guide dans ses actions. Détendue et confiante, Hélène s'est approchée de Mike avec un sourire plein d'espoir et l'a invité à danser. Momentanément confus, comme s'il essayait de se rappeler qui elle était, Mike finit par accepter. Pendant leur danse, il regarde Hélène avec un sourire radieux.
Le cœur d'Hélène s'emballe et ses paumes deviennent moites. Lorsqu'il lui tendit la main, Hélène se fondit dans son étreinte chaleureuse. Le baiser qui suivit lorsque la musique s'arrêta n'était pas le premier d'Hélène, mais il provoqua une réaction sans précédent. Elle se sentit étourdie et son environnement sembla s'assombrir. Tout ce qu'elle désirait, c'était que Mike la prenne dans ses bras pour le reste de sa vie. Hélène ne se soucie pas de la démonstration publique de son affection ni des spectateurs qui pourraient être jaloux. Elle est indifférente à leurs opinions. Lorsque Mike proposa d'aller se promener, Hélène accepta avec empressement, aspirant à une occasion d'être seule avec lui. Main dans la main, ils se promènent dans la ville nocturne. Mike parle de lui et interroge Hélène sur sa vie. Découvrant qu'elle vivait seule, il lui propose de se rendre chez elle. Hélène accepte volontiers. Tout au long de la soirée et de la nuit, Hélène ne pouvait s'empêcher d'imaginer une vie avec Mike, un couple aimant et engagé, faisant des projets pour l'avenir et profondément amoureux. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais partagez avec moi ce que vous avez planifié. Le cœur d'Hélène se serre. Elle avait été tellement prise par le moment et le bonheur d'être avec Mike qu'elle n'avait même pas envisagé ses projets. Au fond d'elle-même, elle savait que leur relation n'était que temporaire. Mais une lueur d'espoir l'avait amenée à croire le contraire. Elle s'efforce de garder un visage courageux et dit « Je n'avais pas réalisé que tu partais si tôt, je crois que je me suis laissé emporter par le temps que nous avons passé ensemble. » Mike la regarde en s'excusant et dit « Je suis désolé, Hélène. J'aurais dû être plus clair sur mes projets. Je dois retourner chez mon ami pour préparer mes affaires et prendre un train. Je ne m'attendais pas à ce que les choses évoluent aussi vite entre nous, et je ne voulais pas perturber ta vie. » Hélène ressent un mélange de déception et de compréhension. Elle ne pouvait pas reprocher à Mike sa décision, mais cela lui faisait mal de savoir que le temps qu'ils passaient ensemble touchait à sa fin. Essayant de retenir ses émotions, elle répondit « Je comprends, Mike, la vie peut être imprévisible et il arrive que l'on rencontre des gens au mauvais moment. Merci pour les moments merveilleux que nous avons partagés. » Pendant que Mike finissait de ranger ses affaires, Hélène s'assit sur le lit, perdue dans ses pensées. Elle ne pouvait pas nier la forte connexion qu'elle avait ressentie avec lui, et elle ne pouvait pas supporter l'idée de lui dire au revoir si tôt. Une partie d'elle voulait se battre pour leur amour, lui demander de rester un peu plus longtemps ou de l'emmener avec lui. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas fait pour durer. Lorsque Mike fut prêt à partir, il se tint près de la porte, regardant Hélène avec un mélange de tristesse et d'affection. « Je ne t'oublierai jamais, Hélène. Tu as apporté tant de joie dans ma vie, même si ce n'était que pour une courte période. J'espère que nous pourrons rester en contact. » Hélène a esquissé un sourire, luttant contre les larmes. « Je ne t'oublierai jamais non plus, Mike. Tu m'as montré un amour que je ne savais pas possible, et je t'en serai toujours reconnaissante. Prends soin de toi. » Sur ce, Mike sortit de la pièce, laissant Hélène derrière lui. Elle savait que la vie continuerait, qu'elle finirait par retrouver l'amour, mais pour l'instant, elle se permettait de pleurer la perte de ce qui aurait pu être, chérissant les souvenirs qu'elle avait créés avec Mike et gardant précieusement les leçons qu'elle avait apprises sur l'amour et le lâcher-prise. « Je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider. » Hélène consulte un médecin qui confirme ses soupçons, elle est enceinte de 3 mois. L'annonce de la nouvelle a d'abord laissé Hélène sous le choc, mais après plusieurs jours de troubles émotionnels, elle a progressivement accepté sa situation. Déterminée à offrir une bonne éducation à son bébé, Hélène s'est consolée en se disant qu'elle avait une profession stable et des parents compréhensifs qui l'aideraient en cas de besoin. Elle était donc convaincue que son enfant serait bien pris en charge. Enfin, Hélène a ressenti une certaine tranquillité intérieure et a recommencé à trouver de la joie dans la vie. Pendant ce temps, Angela accomplit des exploits remarquables. Non seulement elle a obtenu un diplôme, mais elle a également reçu une offre d'emploi d'une prestigieuse entreprise étrangère. Cette réussite étonnante stupéfie Hélène. Sa jeune sœur avait atteint de grands sommets, s'engageant dans une carrière prometteuse avec des opportunités passionnantes, tandis qu'Hélène elle-même était sur le point de faire face au défi de la maternité célibataire. Ses parents parlaient surtout du départ prochain d'Angela, fiers de ce qu'elle avait accompli, inconscients du bonheur à venir qu'Hélène leur apporterait en tant que mère célibataire au milieu de la réussite de sa sœur. Hélène a le
Sentiment que sa propre vie n'est rien d'autre qu'un échec. Le temps passe et Angela s'éloigne, contactant de temps en temps sa famille par des appels et des lettres accompagnées de photos. Hélène remarque un changement chez sa sœur. Le visage d'Angela dégage une force nouvelle qui ne fait qu'accentuer sa beauté et son charisme. Tandis qu'Angela s'épanouissait, Hélène vivait sa propre réalité compliquée. Au fur et à mesure que sa grossesse progressait, Hélène ne pouvait plus la dissimuler. Ses collègues ont commencé à avoir des soupçons et son patron a commencé à critiquer son travail, insinuant fréquemment que ses performances allaient diminuer en raison de son prochain congé en tant que mère célibataire. Cette situation a fortement perturbé Hélène, qui s'est rendue compte qu'elle risquait de perdre son emploi. Bien que les employées enceintes soient protégées par la loi, il y a toujours des failles à exploiter. Finalement, son patron en a trouvé une et a rapidement fermé l'entreprise, privant Hélène et ses collègues féminines de leur emploi. Toutefois, cette façade de faillite n'a duré qu'1 jour, car l'entreprise a continué à fonctionner sans interruption. Le lendemain, le patron réembauche les couturières, excluant Hélène et les autres femmes ayant des enfants en bas âge, les jugeant inutiles. Privée d'emploi et de moyens de subsistance, Hélène se retrouve dans l'incapacité de payer son loyer. N'ayant pas d'autre choix, elle est retournée à Contreségur chez ses parents dans le village et leur a avoué ses difficultés. Les parents d'Hélène ont été déconcertés mais étonnamment rassurés lorsqu'ils ont entendu l'histoire de leur fille. Ils l'ont réconfortée en lui assurant qu'il la soutiendrait dans cette situation. Son père lui a caressé affectueusement la tête, lui redonnant l'impression d'être une petite fille, et s'est dit convaincu qu'il surmonterait tous les obstacles. Sa mère a fait écho à ce sentiment, soulignant qu'ils aideraient Hélène à élever son bébé. Ils ne semblaient pas préoccupés par les défis qui les attendaient ou par les ragots de leurs voisins. Hélène comprend pourquoi ils sont relativement indifférents. Les réussites de sa sœur Angela ont éclipsé les erreurs de sa propre vie. Si cela a facilité la vie d'Hélène, elle s'est aussi sentie plus insignifiante et plus idiote. Lorsque Jérémy, le fils d'Hélène, est né à la date prévue, Hélène a passé d'innombrables heures à admirer son visage rouge et ridé, dans l'espoir d'y voir une quelconque ressemblance avec Mike, son père. Elle souhaitait que Jérémy hérite des traits attirants, charmants et charismatiques de son père. Mais Jérémy n'avait pas les mêmes yeux turquoise profonds, ni le même sourire qui creusait des fossettes sur ses joues. C'est un garçon ordinaire, petit et mince, aux cheveux noirs comme ceux de son grand-père. Néanmoins, Hélène a adoré son fils dès qu'elle l'a vu. Elle a compris que ses actions et sa vie ne tourneraient qu'autour de lui. Pendant la petite enfance de Jérémy, Hélène compte sur le soutien de ses parents. Les paiements de l'État étaient minimes, sans mari ni économie, elle avait besoin de toute l'aide possible. Dès que l'occasion s'est présentée, Hélène a accepté un emploi d'auxiliaire dans une étable. Jérémy, encore trop jeune pour aller à l'école maternelle, est resté avec ses grands-parents. Hélène travaille sans relâche, poussée par son désir d'offrir à son bébé les meilleurs jouets, de beaux vêtements et la possibilité de voyager. Le travail physiquement exigeant de l'étable l'obligeait à travailler en 2 équipes pour gagner un salaire décent. Avec l'argent qu'elle gagnait, Hélène a commencé à emmener Jérémy en ville tous les week-ends. Ils se rendent dans des cafés, font des promenades, regardent des films et, bien sûr, explorent les magasins de jouets. Hélène fait souvent plaisir à son fils, lui permettant de choisir ce qu'il veut, même si cela implique de sacrifier son propre confort. En voyant l'étincelle de bonheur dans les yeux de Jérémy, tout son travail en valait la peine. Parfois, le père d'Hélène se montrait inquiet. Secouant la tête et faisant remarquer qu'elle gâtait Jérémy, il la mettait en garde contre l'oubli d'elle-même et de tout ce qui comptait pour elle, lui rappelant qu'elle était toujours une personne à part entière. Hélène répond en toute décontraction, « Je n'ai besoin de rien. Le plus important, c'est que mon fils soit heureux. Il est temps qu'il apprenne à assumer ses responsabilités. Il n'est même pas capable de faire sa vaisselle ou de ranger sa chambre. Vous et votre grand-mère faites tout pour lui, et cela le rend gâté. Ce n'est pas bon pour son caractère d'homme. » La mère d'Hélène prend rapidement sa défense en disant, « Il aura tout le temps de travailler plus tard. Laissons-le profiter de son enfance. » Le vieil homme n'a d'autre choix que d'abandonner l'argument. Cependant, des décennies plus tard, Hélène réalisera à quel point il avait raison, car son amour pour son fils l'avait aveuglé.
Elle n'a pas remarqué beaucoup de choses, et maintenant les conséquences de ses actes rattrapent Jérémy. Bien que Jérémy ait d'abord été un garçon paresseux, il a rapidement excellé à l'école sans trop d'efforts grâce à son intelligence. Hélène avait espéré qu'il suivrait les traces d'Angela, qui occupait un poste prestigieux et publiait dans des magazines professionnels. Cependant, compter uniquement sur l'intelligence et la mémoire n'est pas suffisant tout au long de la scolarité. Il était temps pour Jérémy de travailler plus dur, de comprendre des formules complexes et de faire des efforts, mais rien de tout cela ne l'intéressait. Les problèmes ont commencé à apparaître, avec de mauvaises notes, des absences fréquentes et une réticence générale à aller à l'école. Jérémy a soutenu que, dans le monde d'aujourd'hui, on pouvait obtenir un bon emploi sans éducation. Hélène a le cœur brisé de voir son fils gaspiller ses capacités et ne pas utiliser ses talents. Le grand-père a tenté de discipliner Jérémy, mais il était trop tard. Il n'y avait plus d'autorité. Jérémy s'est mis à fréquenter un groupe d'adolescents turbulents issus de familles moins fortunées. Hélène tente de raisonner son fils et de le ramener sur le droit chemin, mais ses efforts sont vains. Jérémy pense qu'il sait mieux que les autres et se dispute souvent avec sa mère, lui manquant de respect. « Qu'est-ce que tu peux m'apprendre ? Tu vis dans la pauvreté, tu n'as pas reçu d'éducation digne de ce nom et tu passes tes journées à faire des travaux agricoles subalternes pour quelques centimes. Je ne veux pas vivre comme toi, alors tu n'es pas un bon exemple de vie », disait Jérémy en rabaissant sa mère. Hélène n'a rien à répondre. Elle ne peut qu'espérer qu'il grandisse et mûrisse. L'année au cours de laquelle Jérémy devait terminer ses études a apporté à Hélène de nombreuses pertes. Tout d'abord, après le Nouvel An, son père décède. Il toussait étrangement et avait des difficultés à respirer, ce qu'ils attribuèrent à son habitude de fumer depuis toujours. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une crise cardiaque. Hélène n'a même pas pu l'emmener à temps à l'hôpital. Après la mort de son grand-père, le comportement de Jérémy s'est aggravé et ses idées sur l'éducation sont devenues encore plus biaisées. Il a complètement perdu le contrôle. Le vieil homme avait réussi à le maîtriser dans une certaine mesure, mais le comportement du garçon était devenu incontrôlable. Il disparaissait la nuit avec de nouveaux compagnons, rentrait à la maison en état d'ébriété et demandait à sa mère et à sa grand-mère de l'argent pour se divertir. Jérémy est devenu impoli, dur et émotionnellement distant. Ni la persuasion ni les menaces ne semblent avoir d'effet sur lui. Hélène, qui pleurait encore la perte de son père, avait l'impression de perdre aussi son fils. Seule sa mère lui a redonné espoir en lui assurant que cette phase était due au fait que Jérémy avait grandi sans père et que ce serait difficile pour lui, mais qu'il finirait par changer avec le temps. Hélène pense qu'il se calmera certainement. Elle avait été témoin de cas similaires tout au long de sa vie. En effet, au milieu de l'année, Jérémy avait soudainement mûri. Il termina sa scolarité avec d'assez bonnes notes, grâce aux efforts de sa mère, qui avait offert des cadeaux aux enseignants et à l'administration de l'école à la fin de l'année. Jérémy semblait soudain apprécier tout ce que sa mère et sa grand-mère avaient fait pour lui, et il leur demandait même pardon. Le cœur d'Hélène chanta de joie lorsque les paroles de sa mère s'avérèrent vraies. Jérémy s'est transformé en grandissant. Il annonça sa décision d'aller en ville pour étudier la soudure. Sa mère et sa grand-mère se réjouissent de ce choix, car elles auraient été satisfaites de n'importe quelle décision qu'il aurait prise. Le plus important, c'est que Jérémy a compris l'importance de l'éducation. Il est déterminé à apprendre, à trouver un métier et à mener une vie stable. Jérémy a quitté l'école en douceur, a été admis dans une école technique et s'est lancé dans une vie indépendante. Hélène pousse un soupir de soulagement en s'installant dans un dortoir d'étudiants. Tout semblait être revenu à la normale. Cependant, un nouveau coup dur survient lorsque sa mère âgée tombe malade et est bientôt admise à l'hôpital pour une pneumonie bilatérale. Hélène se sent anxieuse, mais pas trop effrayée, car la pneumonie est une maladie grave. Elle fait confiance aux médecins pour s'occuper de sa mère à l'hôpital et ne s'attarde pas sur la pire issue possible. Cependant, un matin, elle a reçu un appel de l'hôpital lui annonçant une nouvelle dévastatrice. Sa mère était décédée subitement pendant la nuit. Hélène a l'impression que son monde s'est effondré. Elle était désormais seule dans ce monde dur, confrontée à une vie difficile et aux défis de l'éducation d'un adolescent perturbé. Elle rêvait désespérément que Mike soit à ses côtés.
Elle gardait des souvenirs tendres et aimants du père de son enfant. Hélène avait besoin d'une source fiable de soutien dans cette situation difficile, mais malheureusement, cette personne n'existait pas. Elle réfléchit à la façon dont sa vie s'est déroulée depuis lors. Hélène imagine que Mike, avec son existence palpitante et mouvementée, ne se souvient probablement même pas d'elle. Elle ne peut s'empêcher de s'interroger sur sa situation actuelle. Il est fort probable qu'il soit heureux en ménage, fier d'être le père de ses enfants, ignorant totalement qu'il a un autre fils qui a besoin de son attention et de ses soins. Au fil du temps, Hélène s'est progressivement adaptée à sa nouvelle vie. Son fils s'est aventuré à étudier en ville, tandis qu'elle continuait à travailler. Pour s'assurer que les besoins de Jérémy sont satisfaits, elle fait 2 gardes. Le garçon avait besoin de vêtements, de nourriture, de manuels et de cours supplémentaires. De plus, il avait besoin d'argent pour ses loisirs. Après tout, il méritait de profiter de son temps d'étudiant, mais la vie en ville était assez chère. Pendant cette période de sa vie, Peter, un ancien camarade de classe devenu veuf, commence à faire la cour à Hélène. Au lycée, Peter avait l'habitude de courtiser Hélène avec des fleurs et des compliments. Aujourd'hui, elle s'amuse à se remémorer sa timidité, son côté comique et sa nature attachante de l'époque. La jeune Hélène rêvait d'hommes comme Mike, fringants, élégants et intelligents. Peter, quant à lui, paraissait trop modeste. Il était petit, maigre et portait des lunettes. Naturellement, Hélène apprécie l'attention du jeune homme, qui lui donne confiance en elle. Mais elle n'a jamais envisagé de relation sérieuse avec lui. Au fil du temps, Peter s'est transformé d'un adolescent ordinaire en un gentleman raffiné. Il a épousé Beth, une fille d'une classe inférieure à Hélène. Hélène et Beth étaient des amies d'enfance, pas particulièrement proches, mais elles se promenaient souvent ensemble, se fréquentaient et partageaient des secrets. La famille de Peter et Beth devint un modèle de perfection. Ils étaient tous les deux des individus posés, diligents et courtois. Il était difficile de les imaginer élevant la voix ou se disputant l'un avec l'autre ou avec leurs enfants. Ils avaient un fils et une fille, et leur foyer était rempli d'amour, de prospérité et d'abondance. Hélène se sentait sincèrement heureuse pour ses amis d'enfance. Malheureusement, le bonheur conjugal de Peter et Beth est de courte durée. Beth, jeune et apparemment en bonne santé, tombe soudainement malade. Elle devient pâle, maigre et faible sous leurs yeux. Peter l'a emmenée dans plusieurs hôpitaux, faisant tout ce qu'il pouvait pour l'aider. Ils ont découvert une maladie génétique complexe, mais il n'y avait pas de remède connu. Les médecins n'ont pu donner qu'un pronostic décourageant, suggérant qu'il ne restait plus que quelques mois à vivre. Beth ne pouvait pas être sauvée. Peter devait donc élever seul ses 2 enfants. Tout le village s'est mobilisé autour de ce veuf désolé. Au début, Hélène est même allée jusqu'à préparer des dîners pour la famille en deuil. Cependant, Peter a progressivement pris le contrôle du foyer, guidant lentement son fils et sa fille pour qu'ils apprennent à voler de leurs propres ailes. Les 2 enfants ont reçu une éducation et ont déménagé en ville. Peter, quant à lui, a décidé de rester au village pour s'occuper de ses parents âgés. Lorsque Jérémy est parti à l'université, Hélène a remarqué que Peter commençait à passer plus de temps avec elle. Il la raccompagnait chez elle après le travail, engageait la conversation sur divers sujets et l'aidait à porter ses sacs au magasin. Il semblait toujours croiser son chemin par coïncidence. Hélène appréciait son agréable compagnie. Ils discutaient de l'actualité, se remémoraient leur enfance et riaient ensemble. Un jour, Peter a trouvé le courage d'avoir une conversation sérieuse avec Hélène. Il était évident que cette étape n'était pas facile pour lui. « Hélène, tu sais que j'ai toujours eu des sentiments pour toi », avoue-t-il. Hélène sourit, ne comprenant pas ce que Peter sous-entendait. Elle pensait qu'ils étaient simplement en train de se remémorer leur enfance. « Quand était-ce » demande Hélène avec curiosité. « C'était il y a longtemps », reconnut Pierre. Puis il la regarda sérieusement et ajouta, « Mais rien n'a changé depuis. » Hélène le regarda avec confusion, ne sachant que répondre. Cependant, cet aveu inattendu lui fit ressentir une agréable chaleur, la chair de poule se formant sur sa peau. « J'ai toujours eu un faible pour toi, même depuis notre enfance. J'ai eu le courage de te l'avouer au lycée,
Mais tu as refusé. J'ai fait semblant de ne pas m'en soucier, mais j'ai vraiment souffert. Je t'admirais secrètement et j'étais jaloux lorsque d'autres garçons étaient présents. Je rêvais qu'après avoir terminé l'école, je réussirais et je viendrais te chercher dans une voiture de luxe, en espérant que tu ne puisses pas résister, a déclaré Peter en se remémorant ses souvenirs. Hélène sourit, pensant que l'aveu semblait innocent et doux. Peter sourit également, se remémorant sa jeunesse et son ambition. Mais ça n'a pas marché, poursuit-il. Je n'ai pas pu entrer à l'université. Je n'étais pas assez intelligent, j'ai fini par étudier pour devenir chauffeur et je suis retourné au village. Bien sûr, j'ai entendu parler de toi par des connaissances qui m'ont dit que tu vivais en ville et que tu avais quelqu'un de spécial, mais je n'en ai jamais douté, tu étais une si belle fille, et tu le es toujours, dit Peter avec sincérité. Hélène ne peut contenir son rire. Peter, qui vivait au village, croyait à tort qu'elle avait de nombreux prétendants en ville. Ignorant qu'elle souffrait de solitude et était désespérément jalouse de ses amis mariés, « Tu n'as pas idée à quel point tu t'es trompée » s'exclame-t-elle. « Oui, j'ai été stupide dans ma jeunesse » sourit Peter. « J'ai cru que j'avais raté ma chance. » Qu'est-ce que j'étais ? Un simple chauffeur, alors que tu étais une princesse, une reine, un idéal inaccessible. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Lorsque Peter est rentré chez lui, il a été envahi par un profond sentiment de douleur émotionnelle. La fille qu'il avait chérie depuis leur enfance ne serait jamais la sienne. Il avait l'impression que son monde entier avait perdu son sens et sa raison d'être. Malgré cela, Peter poursuit sa routine quotidienne, travailler, manger et passer du temps avec ses amis, mais tout lui semble terne et insignifiant. De manière inattendue, Beth, la voisine de Peter, attire son attention. D'adolescente maigre, elle est devenue une femme étonnante, captivant Peter avec ses yeux clairs, ses cheveux longs et épais et sa taille fine. Beth possédait un certain attrait, ayant terminé ses études dans un collège pédagogique en ville et retournant dans sa petite ville natale pour travailler comme enseignante pour les élèves de première année. Un soir, alors que Peter rentre du travail, Beth prend son courage à deux mains et l'aborde à la porte. Elle a exprimé ses sentiments avec sincérité, laissant Peter sans voix. « J'ai été surpris », se souvient Peter en souriant, c'était complètement inattendu, mais j'étais aussi désolé pour elle. Ayant déjà été dans une situation similaire, j'ai compris à quel point elle désirait mon attention et à quel point c'était important pour elle. Je savais que mon indifférence l'écraserait, je ne pouvais pas me résoudre à faire cela à la fragile Beth. C'est ainsi que Peter et Beth ont commencé à passer du temps ensemble, apprenant à se connaître un peu plus chaque jour. Ils se sont vite rendus compte qu'ils étaient parfaitement assortis. Qu'ils formaient un couple merveilleux. Je pensais que rien de bon n'arriverait jamais dans ma vie, avoue Peter. Mais elle est arrivée et m'a fait sortir de ma coquille, me montrant que le bonheur était encore à portée de main. Nous nous sommes mariés et nous nous sommes installés dans notre village. Hélène, surprise et curieuse, demande à Peter, « M'aimais-tu encore à l'époque ?» Peter a répondu sans hésiter, « Bien sûr, et même maintenant, je t'aime aussi. » Mais à l'époque, je ne pouvais pas exprimer mes sentiments, j'avais des responsabilités envers Beth et nos enfants. Je les chérissais tous profondément. Je ne pouvais pas trahir ma famille, même pour mon propre bonheur. Hélène, profondément émue par la révélation de Peter, lui demanda, « Étais-tu malheureux ?» Peter marque une pause, cherchant les mots justes. « Je ne peux pas dire que j'étais malheureux, » répond-il. Beth était merveilleuse, je l'aimais à ma façon et je prenais soin d'elle. J'étais heureux avec elle. Mais quand il s'est agi de toi, je ne peux même pas commencer à décrire les émotions qui ont surgi en moi, et que je ressens encore aujourd'hui. Les deux hommes restèrent assis en silence pendant un moment, tandis que Peter regardait Hélène, espérant un signe de sa part. Cependant, Hélène a du mal à comprendre ses propres sentiments. Elle se sentait reconnaissante d'avoir quelqu'un qui l'aimait si profondément, cela lui réchauffait l'âme. Peter était un homme aimant, dévoué, bon et fiable. Pourtant, il y avait quelque chose qui retenait Hélène.
Qu'en est-il de Jérémie, demanda-t-elle finalement, cherchant à obtenir des éclaircissements. Il réfléchit à la situation et se demanda ce qu'il en penserait. Il en conclut qu'il n'approuverait probablement pas et penserait que sa mère a perdu la raison dans sa vieillesse. Cependant, le désir irrésistible d'être avec quelqu'un qui s'occupe d'elle prend peu à peu le dessus sur les pensées d'Hélène. Elle imagine à quel point il serait merveilleux de pouvoir vivre ensemble. L'idée d'apporter autant de joie à quelqu'un d'autre est satisfaisante, et ce soir-là, les anciennes camarades de classe décident d'essayer de former un couple. Alors, je t'emmène demain, dit Peter en souriant. Mon rêve de jeunesse va enfin se réaliser. Hélène acquiesce avec un soupçon d'hésitation. Le lendemain, ils sont allés en ville, se promenant dans le parc, discutant, mangeant dans des cafés et allant même au cinéma. Pendant le film, Peter tient la main d'Hélène, qui ne s'y oppose pas. Le sentiment de ne plus être seul lui procure une grande joie. Une semaine plus tard, Peter a emménagé avec Hélène. Il s'occupa immédiatement des réparations, réparant le robinet qui fuyait et resserrant les charnières des portes. Enfin, elles ne font plus de bruit. Hélène s'est remise à cuisiner. Lorsqu'elle était seule, elle s'en souciait rarement, mais maintenant que Peter était avec elle, elle prenait plaisir à lui préparer de délicieux repas. Hélène ne peut s'empêcher de se demander comment Jérémie va réagir à tous ces changements dans sa vie. Son fils lui rendait rarement visite et leur communication se limitait à des appels téléphoniques. Elle a donc décidé de ne pas lui révéler les changements récents. Quant à Peter, il avait déjà informé ses enfants de l'arrivée d'Hélène, et elle remarqua qu'ils étaient heureux pour leur père. Les années passent et Hélène ne trouve jamais le courage d'avoir une conversation sérieuse avec Jérémie. Il lui était facile de cacher les détails de sa vie privée, car son fils ne s'intéressait guère à ses affaires. Il ne l'appelait généralement que lorsqu'il avait besoin d'argent. Cependant, un jour, Jérémie la surprend en se présentant sur le pas de sa porte. Hélène l'accueille avec un mélange de joie et de confusion. « Bonjour », dit-elle, à la fois satisfaite et un peu déconcertée. Peter est toujours au travail, mais ses affaires sont éparpillées dans la maison, ce qui indique que quelqu'un d'autre y vit désormais. « Bonjour », répondit Jérémie d'un air morose. Il n'a pas l'air en forme, il est voûté, pâle et anxieux. J'ai besoin d'argent. Hélène sentit immédiatement que quelque chose de grave venait de se produire. Le cœur battant, elle demande, que se passe-t-il? Est-ce que c'est lié à tes études? Cela fait un moment que je n'étudie plus, murmure Jérémie. Il marmonne sous sa respiration. Pourquoi? Tout simplement parce que mon fils a réagi de façon grossière, j'ai été renvoyée pour avoir séché les cours. J'ai travaillé dur pour joindre les deux bouts, mais je vous ai envoyé la majorité de mon salaire chaque mois. Hélène lui rappelle que ce n'est rien dans la ville. Jérémie répond, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. J'ai donc fait ce que j'avais à faire. Les parents de mes amis sont riches. Ils ont des voitures et des appartements, et ils donnent de l'argent à leurs enfants pour qu'ils se divertissent. Mais qu'en est-il de moi? Je me sens comme un pauvre mendiant. C'est désagréable tout le temps. Pensez-vous que c'est agréable? Hélène a été profondément blessée par les paroles de son fils. Elle a consacré toute sa vie à lui offrir ce qu'il y a de mieux, à vouloir qu'il ait tous les avantages, et maintenant il pense qu'il est malheureux. Il lui semblait qu'elle avait manqué à son devoir de parent. Quel est donc le problème? Demande Hélène. Je me suis endettée, commença à expliquer Jérémie. J'ai voulu monter une affaire pour gagner de l'argent, mais ça s'est retourné contre moi, et maintenant je dois beaucoup. Il me menace. Je ne sais pas comment me sortir de cette situation, c'est pourquoi je suis venue te demander de l'aide, fiston. Tu sais, je n'ai rien, dit Hélène. Comment ça, tu n'as rien? Jérémie a été surpris. Et cette maison? Tu veux vraiment qu'on la vende? Quelle est l'alternative, maman? J'utiliserai l'argent pour rembourser mes dettes, louer un appartement et nous pourrons vivre ensemble en ville. Pourquoi ne pas le faire? En plus, tu peux trouver un emploi à l'usine de couture de la ville. Grand-mère m'a dit que tu étais couturière. Nous pourrions vivre ensemble en ville. Ce sera génial, n'est-ce pas?
Hélène n'a pas pu accepter la proposition de son fils. Il y a quelques années, elle aurait volontiers soutenu l'idée de Jérémie, mais vivre seule dans une maison vide était devenu insupportable. Mais maintenant, elle avait Peter, ils étaient bien ensemble, et c'était réconfortant d'avoir une personne aimante et compréhensive à ses côtés. Alors, que faire? Jérémie remarqua enfin les affaires de Peter dans la maison. La veste de Peter était accrochée au mur, ses baskets se trouvaient près de la porte d'entrée. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demande Jérémie en regardant sa mère avec étonnement. « Tu as quelqu'un d'autre ici ? » Je voulais te le dire depuis un moment, mais oui, je ne suis plus seule, avoue Hélène. Jérémie secoue la tête et soupire tristement. Bien sûr, tu n'as plus de fils à craindre, n'est-ce pas? Tu sais, ce n'est pas vrai, objecta doucement Hélène. Elle voyait bien que Jérémie était dans un état dépressif, il était confronté à des problèmes et avait besoin d'aide, et en tant que mère, elle allait lui donner un coup de main dans ce moment difficile. Fiston, je ferai tout ce qu'il faut. Hélène a fait ce qu'on lui a dit et a vendu la maison, donnant la majeure partie de l'argent à son fils et gardant le reste pour elle. Elle achète un petit appartement à la périphérie de la ville. Peter a proposé différentes options, suggérant même que Jérémie pourrait également contribuer avec ses économies, bien que cela ne soit pas suffisant. Hélène a toutefois décliné cette offre, ne voulant pas que Peter résolve leurs problèmes. Elle estime qu'il serait injuste de profiter de lui. D'autant plus qu'il a ses propres enfants à charge. Peter propose alors à Hélène de rester avec lui. Hélène avait déjà préparé ses affaires, et des valises attendaient dans le couloir pour le lendemain, lorsque Jérémie avait organisé un taxi pour elle. Hélène murmure « Tu sais que je ne peux pas ?» Peter se montre perplexe, se demandant pourquoi elle donnerait de l'argent à Jérémie et lui achèterait un logement, alors qu'elle ne voudrait pas y être elle-même. Il lui rappelle qu'ils ont passé de bons moments ensemble. Hélène est d'accord, reconnaissant qu'elle a été heureuse pendant les années où elle a vécu avec Peter. Elle s'était habituée à la chaleur, à l'attention et à l'acceptation qu'ils partageaient. Ils se promenaient souvent le soir et avaient des discussions intéressantes. Peter regardait Hélène avec des yeux affectueux, ce qui la rendait heureuse. Cependant, tout a changé. Hélène a constaté que son fils n'allait pas bien, qu'il était anxieux et agité. Il se passait quelque chose d'inquiétant dans sa vie. Jérémie était un adulte et Peter soutenait qu'il devait s'occuper de ses propres problèmes. Cependant, Hélène se souvient que lorsqu'elle a été confrontée à des difficultés, ses parents l'ont toujours aidée. Peter tente de la persuader qu'il y a une grande différence entre une jeune mère célibataire avec un enfant et un homme adulte qui reçoit de l'argent de la vente d'une maison. Hélène n'est pas d'accord avec lui. Le calme de Peter vient du fait que ses enfants ont des emplois et des familles stables. Elle se demande comment il réagirait si ses propres enfants se retrouvaient dans la situation de Jérémie. Par ailleurs, Hélène craint de perdre sa dernière maison. Sans la maison qui abritait ses souvenirs d'enfance, elle craignait de vieillir et de devenir vulnérable. Comment pourrait-elle vivre sans un endroit à elle? Hélène se rend compte qu'elle doit découvrir ce qui se passe dans la vie de Jérémie. Il est peut-être temps pour elle de sauver son fils. Même s'il ne veut pas admettre qu'il a besoin d'aide, Hélène comprendra tout à travers ses propres observations. Elle ne peut pas laisser son fils unique seul avec ses problèmes et ses difficultés. Hélène sourit à Peter, essayant de masquer son inquiétude, mais une pointe de tristesse transparaissait dans son sourire. Sans avoir besoin d'un miroir, elle comprit qu'elle ne déménageait pas sur la Lune ou sur un autre continent. La ville était proche, et la distance physique n'entraverait pas les émotions sincères. Ils se rencontreraient et communiqueraient comme avant. Peter, quant à lui, reconnaît la situation mais réalise que ce n'est pas la même chose. La vie se déroule ainsi. Hélène déménage en ville et s'empresse de meubler son nouvel appartement. Il n'y a qu'une seule chambre, qui revient naturellement à Jérémie, tandis qu'Hélène se contente de la salle de séjour. Au début, Peter lui rend souvent visite. Ils se promènent au bord de l'eau et fréquentent les cafés ensemble. Hélène se sentait appréciée, importante et aimée. Peter a insisté pour qu'elle emménage avec lui, mais elle ne pouvait pas abandonner son fils. Après avoir vécu avec Jérémie pendant un certain temps,
Hélène a découvert qu'il avait d'un grave problème d'alcool. Il rentrait à la maison tôt le matin après avoir bu excessivement, ce qui poussait sa mère à rester éveillée et à s'inquiéter de son bien-être. Elle craignait qu'il ne soit blessé ou impliqué dans un accident. La consommation d'alcool de Jérémy s'est intensifiée et son déclin était visible sous les yeux d'Hélène. Il devient inintelligent, agressif et impuissant. Hélène s'en veut, qui d'autre pourrait-elle tenir pour responsable? C'était sa faute si Jérémy avait grandi sans père, et peut-être que la propension à l'alcoolisme de son père était héritée génétiquement. Jérémy souffre de la négligence de sa mère. Hélène a essayé de rendre la vie de son fils plus facile en subvenant à ses besoins financiers et en devenant son serviteur. Il n'apporte aucune contribution à la maison, se contentant d'exiger qu'un homme vive désormais avec sa mère. Il prétendait chercher un emploi, mais ses efforts étaient timides. Après tout, pourquoi s'en préoccuper s'il n'a pas faim de toute façon? Hélène fait les courses et prépare des repas élaborés, ce qui permet à Jérémy d'éviter toute responsabilité réelle. Au fil du temps, il a commencé à demander de l'argent à sa mère chaque fois qu'il avait besoin d'un verre. Au début, Hélène a sympathisé et lui a donné de l'argent, mais elle a fini par se rendre compte de la façon dont il le dépensait et a cessé de le faire. Cependant, Jérémy réussit encore à lui prendre de l'argent dans son sac à main, en recourant aux menaces et à l'impolitesse. Hélène se sentait malheureuse et piégée dans cette situation sinistre. La vie d'Hélène avec son fils était devenue un cauchemar chaotique. Jérémy criait souvent, se disputait et lui prenait son argent. Son seul réconfort était les promenades avec Peter, qui lui rendait visite en ville chaque fois que cela était possible. Hélène lui cachait les détails de sa vie parce que c'était embarrassant et difficile. Elle ne pouvait confier ses malheurs à personne d'autre. Hélène faisait semblant d'être sereine et affichait un visage courageux. Un jour, Peter fait part à Hélène d'une nouvelle dévastatrice. « Je déménage bientôt », dit-il en regardant au loin. « Malheureusement, nous ne pourrons pas nous voir souvent. » Hélène a poussé un cri de consternation. Peter était la seule personne qui lui permettait de se sentir mieux, et voilà que leur rencontre prenait fin. « Pourquoi ?» demande-t-elle désespérément. Peter expliqua qu'il avait des problèmes pulmonaires et que le médecin lui avait recommandé de changer de climat. Son fils et sa famille déménageaient avec lui, et sa fille envisageait de le faire. « Tu vas tellement me manquer », dit Hélène avec tristesse, en essayant de retenir ses larmes. Peter propose à Hélène de venir avec lui. Il lui rappelle qu'elle a aidé son fils dans une période difficile, mais qu'il a grandi et qu'il doit trouver sa propre voie. « Tu mérites aussi le bonheur, dit-il. Nous pourrions vivre au bord de la mer, pense Y. Cependant, Hélène savait qu'elle ne pouvait pas abandonner son fils. Peter n'était pas au courant de la dépendance de Jérémy. Comment pouvait-elle profiter de la mer, de la compagnie de Peter et de la vie qu'elle méritait tout en sachant que son fils souffrait seul dans une ville lointaine? Peter a fini par partir, et Hélène a eu du mal à supporter son absence. Ils sont restés en contact par le biais d'appels et de SMS, mais ce n'était pas la même chose. Peter lui envoyait des photos de paysages magnifiques et continuait à l'inviter à le rejoindre, mais son engagement envers son fils l'en empêchait. Plusieurs années ont encore passé, et Jérémy a continué à boire et à rejeter toute aide ou traitement. Il a commencé à ramener à la maison ses amis en état d'ébriété, ce qui était encore plus difficile à supporter pour Hélène. Ses connaissances, des femmes à l'allure grossière et des hommes dégradés, riaient bruyamment, buvaient, juraient et parfois même se battaient dans la chambre de Jérémy. Lorsqu'Hélène tente de raisonner son fils, il se fâche. Puis Déborah, la petite amie de Jérémy, est entrée dans leur vie, et malheureusement, elle n'a montré aucun signe d'influence positive sur Jérémy. Déborah elle-même avait un penchant pour les ennuis, et à part lorsqu'il avait besoin d'argent, Jérémy ne dérangeait pas beaucoup sa mère. Cependant, Déborah s'est souvent opposée à Hélène et s'est disputée avec elle. Finalement, Déborah a monté Jérémy contre sa propre mère, lui faisant croire qu'elle avait des intentions malveillantes. Les problèmes entre lui et Déborah sont persistants. Et Déborah méprise les réprimandes constantes de sa petite amie. Les querelles et les scandales étaient devenus la routine pour Hélène, et alors qu'elle réfléchissait à sa triste vie, la pluie cessa. Hélène profita du répit et se dépêcha de rentrer chez elle,
se méfiant d'une nouvelle averse. En montant les escaliers jusqu'à son étage, car le vieil appartement n'avait pas d'ascenseur, elle rencontra une femme âgée qui bloquait l'entrée. La femme se tenait à côté de ses valises, les mêmes que celles qu'elle avait utilisées lorsqu'elle avait quitté le village pour la première fois. Par curiosité, Hélène ouvre l'une des valises et y trouve ses propres affaires. C'est curieux, la vieille dame s'efforce de déverrouiller la porte, mais sa clé ne fonctionne pas. Hélène se résout à frapper fort, sachant que la sonnette n'a pas fonctionné depuis un certain temps. La porte s'est ouverte, révélant une Déborah souriante sur le seuil. Confuse, Hélène demande ce que tout cela signifie. Déborah, d'un ton modéré, annonce qu'elle s'en va, déclarant que l'appartement appartient à Jérémy, et non à Hélène. Elle a récemment vu les papiers qui le prouvent. Hélène n'était pas là, déprimée et vaincue, Hélène voit la tête de Jérémy émerger de derrière Déborah. Il confirme son accord, déclarant que la présence d'Hélène a perturbé leur vie et causé des problèmes entre lui et Déborah. Ils avaient décidé qu'il valait mieux vivre séparément. Calmement, Hélène demande comment ils vont s'en sortir financièrement. Elle avait compris depuis longtemps que son fils n'éprouvait pas de sentiments chaleureux à son égard, mais elle savait qu'il comptait sur elle pour le soutenir financièrement. Déborah sourit et révèle qu'elle attend un bébé dans quelques mois. Elle recevrait une indemnité de maternité et une pension alimentaire mensuelle pour l'enfant, ce qui garantirait leur stabilité financière. Hélène jette un coup d'œil sur le ventre de Déborah, qui dépasse nettement sous le pull taché, et se rend compte que la situation va devenir difficile. Elle s'inquiète du bien-être du bébé et doute de leur capacité à l'élever. La nouvelle de l'enfant a éclipsé le fait qu'elle était expulsée de son propre logement. Le cœur d'Hélène se serre pour son petit enfant à naître, sachant qu'elle ne peut en aucun cas le sauver ou lui faciliter la vie. Elle ne pouvait même pas résoudre sa propre situation. Destin, s'il te plaît, quitte cet endroit, dit Déborah avec arrogance, affichant à nouveau un sourire triomphant. Mais où suis-je censée aller, mon fils ? Hélène se tourne vers Jérémy, la voix teintée de désespoir. Tu veux que je vive dans la rue ? Il y a un costume au village. Allez-y. Jérémy l'écarte négligemment d'un geste de la main. Vous avez un endroit où aller. Ne faites pas semblant d'être pauvre ou impuissant. Jérémy était loin de se douter que Peter avait déménagé à des milliers de kilomètres d'ici et que tu avais aussi une sœur fortunée. Elle ne t'abandonnera pas, ajouta vivement Déborah avant de claquer la porte. Hélène ramassa ses valises et sortit, ne sachant que faire. Elle n'a aucune idée de l'endroit où se réfugier. Peter est loin, et sa sœur Angela encore plus. Personne n'avait plus besoin d'elle, elle était seule, abandonnée, sans foyer. Elle souffrait d'admettre que son propre fils, pour lequel elle avait consacré sa vie, l'avait mise à la porte. Hélène marcha longtemps, la pluie avait cessé, mais le vent mordant persistait, rougissant ses joues et faisant monter les larmes aux yeux. L'obscurité approchait rapidement et les rues étaient vides, seuls quelques âmes erraient. Hélène finit par ne plus pouvoir marcher. Elle posa ses valises près d'un arrêt de bus vide, s'assit dessus et laissa les larmes couler. Elles coulent en cascade sur ses joues et elle ne fait aucun effort pour les essuyer. Elle pleurait ses rêves brisés, la dépendance de son fils et le sort malheureux qui attendait son petit enfant à naître. Par-dessus tout, elle pleurait le chemin incertain qui s'ouvrait devant elle. Tu vas bien ? Une voix agréable de jeune fille s'éleva derrière elle. Hélène se retourna brusquement pour découvrir une jeune femme grande et mince qui la regardait avec sympathie. Vêtue d'un jean moulant, de baskets et d'un sweatshirt à capuche, l'étrangère avait des yeux pleins de compréhension et de gentillesse. À ses côtés se tenait un petit carlin attachant, qui semblait visiblement inquiet. Il gémit d'une manière amusante, et son visage heureux fait sourire Hélène à travers ses larmes. Valérie a grandi dans une famille d'étudiants, sans autre souvenir de ses parents que les images de vieilles photographies et les histoires transmises par la famille et les amis. Dans son esprit, ses parents étaient dynamiques, travailleurs et profondément dévoués l'un à l'autre et à leur enfant. La tragédie a frappé sur un chantier de construction où les parents de Valérie avaient pris un emploi à temps partiel pour compléter leurs études. Valérie a travaillé avec diligence pour obtenir son diplôme, excellant dans ses études et s'immergeant dans divers cours de langue.
Sa détermination l'a amenée à décrocher des stages et des emplois de traductrice indépendante pour acquérir une expérience pratique dans son domaine. L'objectif de Valérie était de réussir sa carrière et de s'affranchir des limites et du manque d'affection qu'elle avait connu dans son enfance. Tout au long de son parcours, Valérie n'a jamais perdu de vue son aspiration ultime. Elle rêvait d'une vie remplie d'amour, de reconnaissance et de liberté pour explorer de nouveaux horizons. Elle aspirait à fonder sa propre famille, une famille qui l'accueillerait à bras ouverts et la chérirait pour ce qu'elle était vraiment. L'éducation de Valérie lui a appris la valeur du travail et de la résilience. Elle a compris que l'éducation était son billet pour un avenir meilleur, lui donnant la possibilité de s'échapper des limites de son petit village et de s'immerger dans l'immensité du monde. Elle savait qu'une éducation bien équilibrée lui permettrait d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour s'épanouir dans une société mondialisée. Chaque jour qui passe, la passion et le dévouement de Valérie ne font que croître. Elle ne se contentait pas d'obtenir un diplôme, elle voulait exceller dans le domaine qu'elle avait choisi et laisser un impact durable sur ceux qu'elle rencontrait. Elle s'est plongée dans des études linguistiques et culturelles, élargissant son aisance au-delà de la simple communication et embrassant les nuances et les subtilités de chaque dialecte. Le parcours de Valérie n'a pas été sans difficulté, mais elle a persévéré. Elle a surmonté les sentiments d'insignifiance et de rejet qui l'ont assaillie dans ses premières années, les transformant en motivation et en détermination. Elle était déterminée à prouver sa valeur, non seulement aux autres, mais aussi à elle-même. Alors qu'elle entamait sa carrière professionnelle, Valérie n'a jamais oublié d'où elle venait. Elle est restée reconnaissante de l'amour et du soutien qu'elle a reçus, même s'ils étaient limités. Les leçons qu'elle a apprises de sa tante et de son éducation lui rappellent l'importance de l'empathie et de la compassion. Aujourd'hui, alors que Valérie continue de prospérer dans sa carrière, elle reste déterminée à créer une vie remplie d'amour et d'appréciation. Elle s'efforce de fonder sa propre famille, une famille qui lui apportera la chaleur, les mots affectueux et le soutien dont elle rêvait lorsqu'elle était enfant. Le parcours de Valérie témoigne du pouvoir de la détermination et de la croyance inébranlable en la capacité de chacun à façonner son propre destin. Valérie s'est vue attribuer un dortoir, ce qui a marqué le début de sa vie indépendante. Enfin, elle ne se sent plus un fardeau pour personne. Dans sa jeunesse, les garçons n'intéressaient pas beaucoup Valérie. Elle avait pris la ferme décision de donner la priorité à sa carrière, et tout le reste suivrait. Cependant, au cours de sa dernière année d'études, le destin est intervenu et elle a rencontré Aaron par hasard. Il avait 8 ans de plus, était bien établi, sûr de lui, beau et intelligent. Aaron était venu à l'université à la recherche d'interprètes brillants pour son agence de voyage. Un jour, alors qu'il ouvre la porte du hall, Aaron entre en collision avec Valérie, qui passait par là. En une fraction de seconde, il réussit à la rattraper, l'empêchant de tomber, et commença immédiatement à s'excuser. Valérie le rassure avec un sourire, lui assurant qu'elle va bien. Elle trouve son comportement amusant, comme s'il ne l'avait pas heurtée par hasard, mais qu'il avait failli la percuter avec une voiture, comme dans une scène de feuilleton. Leurs regards se croisèrent et Valérie eut le souffle coupé. Il était évident qu'Aaron ressentait lui aussi quelque chose, car une étincelle passa entre eux. Ils ont entamé une brève conversation et échangé leur numéro de téléphone. Plus tard dans la soirée, Aaron est allé chercher Valérie et ils se sont promenés dans la ville. C'était le choix de Valérie pour leur premier rendez-vous. Au fil du temps, leur relation est devenue plus étroite et plus sérieuse. Finalement, Valérie a emménagé dans l'appartement spacieux d'Aaron, au centre de la ville. Au début, Valérie a ressenti de l'appréhension et a été déconcertée par la richesse d'Aaron. Il possédait une agence de voyage, une voiture de luxe et un appartement onéreux. D'un autre côté, elle n'était qu'une simple orpheline d'un village. Cependant, Aaron ne s'est pas laissé perturber par ces différences. Au contraire, il regardait Valérie avec admiration et la couvrait de cadeaux et de compliments. Valérie s'est vite rendu compte que sa simple présence le rendait heureux. Ce qui lui a permis d'embrasser son propre bonheur sans inquiétude. Au bout d'un certain temps, Valérie a découvert qu'elle attendait un enfant. Ce fut une surprise et cela arriva plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Aaron, quant à lui, était véritablement ravi. Ses affaires prospèrent, sa fortune s'accroît et sa société se développe.
Il croyait que les enfants apportaient le bonheur et il caressait affectueusement le ventre encore plat de Valérie. Valérie pensait qu'en lui annonçant sa grossesse, Aaron la demanderait enfin en mariage, mais il ne s'est pas empressé de l'emmener au bureau de l'état civil lorsqu'elle lui a demandé de légaliser leur relation. Aaron s'est montré très surpris, s'interrogeant sur la nécessité d'une telle démarche. Pour lui, un enfant mérite une famille complète avec un père et une mère. Il a néanmoins assuré à Valérie qu'il reconnaîtrait légalement l'enfant. Il ne fait aucun doute que je considère le mariage comme une simple formalité. Je possède une expérience de première main, car mon précédent mariage a pris une tournure négative peu après que nous nous soyons unis par les liens du mariage. Les complications bureaucratiques et la réédition des documents ont ajouté au problème. C'est pourquoi j'ai une attitude négative à l'égard de ces formalités. Ce point de vue a blessé Valérie, mais elle a réussi à comprendre le point de vue d'Aaron. En fin de compte, elle se rend compte qu'un simple tampon dans le passeport n'a que peu d'importance. L'aspect le plus important était l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Lorsqu'Eva est entrée dans leur vie, Valérie a ressenti une joie immense. Elle ne peut s'empêcher d'être captivée par sa fille, s'émerveillant du miracle qui leur a été donné. De son côté, Aaron, bien que distant depuis la naissance de leur enfant, passe inaperçu aux yeux de Valérie, accaparé par le nouveau bonheur de la maternité. Cependant, un jour, alors qu'Eva n'avait que 2 ans, Aaron a lâché la bombe en annonçant qu'il partait. Il déclare : « Je quitte l'appartement, je continuerai à soutenir notre fille et à entretenir une relation avec elle, mais je ne peux plus supporter de vivre avec toi. Je suis désolé, mais mes sentiments ont changé. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. » Ce sont des choses qui arrivent, et juste comme ça, Aaron est parti, laissant Valérie dans un état de désarroi.